24 octobre 2016. Un A380 de British Airways décolle de San Francisco, direction Londres. À son bord, 388 passagers et 25 membres d'équipage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord de ce vol pour Londres Heathrow. Peu de temps après, le commandant de bord appelle le contrôle aérien. Voici l'enregistrement de leur conversation. What's the nature of the emergency? We have 3 minutes. Can you say again the emergency for me, please? Toxic fumes, toxic gas type fumes. We started noticing some strange smells, sweaty socks, wet dog, and then I started feeling burning sensation in my eyes, headache, strange taste in the mouth, want to throw up. I asked the cabin service director what was going on. He was trying to deal with the fact that all of his crew were going down at a rapid speed. Some were fainting, some were totally disoriented. They were saying they're doing things out of context. Un membre d'équipage est assis par terre, la tête enfouie sous une couverture. Un autre se gave de nourriture. Le personnel navigant n'est plus en capacité d'assurer la sécurité des passagers. Le pilote décide d'atterrir en urgence à Vancouver. How many passengers are affected by that situation? Okay, there's 11 crew members that were affected by the situation, and a few passengers. 5. Dès son arrivée, l'appareil est encerclé par les véhicules de secours. We had about 100 emergency services in the dark, lights flashing everywhere, and firemen came onto the plane in full headgear, full oxygen. So we were all terrified that we thought there was something that had poisoned us. They didn't want the poison. L'équipage subit des examens à l'hôpital. Les passagers, eux, sont hébergés à l'hôtel et réaffectés sur un autre vol le lendemain, sans suivi médical ni information. British Airways affirmera plus tard avoir inspecté l'avion sans trouver la cause du problème. Et les rapports officiels affirment qu'aucune contamination anormale de l'air n'a été détectée. Pourtant, de nombreux membres d'équipage resteront en arrêt maladie pendant des semaines, voire des mois, avec pour consigne de ne pas parler à la presse. Pourquoi exiger une telle discrétion sur cet incident ? Parce qu'il touche un sujet tabou, une question sensible dans le monde de l'aéronautique. L'air que nous respirons dans les avions est-il sans danger ? Les 11 millions de passagers qui prennent chaque jour l'avion ne le savent pas, mais l'air qu'ils respirent dans la cabine arrive directement des moteurs. À plus de 10 000 mètres d'altitude, l'air extérieur est irrespirable et glacial, jusqu'à moins 55 degrés. Pour que nous puissions respirer normalement dans l'avion, il faut donc le chauffer et l'amener à une pression proche de celle du sol. Voilà pourquoi on le puise au cœur des réacteurs, où l'air est chaud et comprimé. La quasi-totalité des avions commerciaux à réaction utilisent ce système, qui a fait ses preuves, mais présente aussi des risques. Si de petites fuites d'huile se produisent à l'intérieur du moteur, des substances chimiques potentiellement toxiques pour la santé se propagent dans l'air de l'avion, et ce, de manière invisible. C'est ce que l'on appelle en jargon aéronautique un fume event, un incident d'émanation. Rappelez-vous, c'est le terme employé par le commandant de bord du vol British Airways dérouté à Vancouver.
Il est difficile d'avoir des statistiques fiables sur la fréquence des fume events, car ils ne sont pas toujours détectés ni répertoriés. Ils sont suffisamment rares pour que les passagers aient peu de risques d'être intoxiqués, mais suffisamment nombreux pour que les pilotes, hôtesses et stewards qui travaillent au quotidien dans les avions puissent subir des expositions répétées. Et certains d'entre eux estiment qu'un fume event de trop leur a laissé des séquelles à vie. C'est de cette piste que Markus Fenzel, un ancien pilote de ligne, avait l'habitude de décoller. Pendant 21 ans, il a transporté des passagers à travers toute l'Europe. Un métier qu'il a exercé avec passion, jusqu'à ce jour d'octobre 2011, qui a mis un terme à sa carrière. We were flying from Nuremberg to London. We felt a bad smell in the airplane. I went to the rear of the cabin and I smelled it, and it was very intense. And when I returned to the cockpit, I was in front of the cockpit door, speaking to the co-pilot, saying the code for access. And then my knees were so weak that I almost kind of broke down. Markus Fenzel ne se sent plus en état de piloter l'avion. Il confie les commandes au copilote. I felt very, very impaired. I was not able to think about things. I did not answer the questions of the co-pilot because with my brain I could not cover it because I felt like being drunk. I felt like having drunk one complete bottle of red wine. It is scary. L'avion se pose sans encombre. Mais Markus Fenzel ne se remettra jamais de ce vol. Lui qui était brillant et sportif, voit ses capacités physiques et mentales considérablement diminuer. Il a l'impression d'avoir pris 40 ans d'un coup. I was very good. J'étais très doué et tout à coup, je n'arrivais même plus à faire des choses banales sur mon ordinateur. Aujourd'hui encore, mes capacités mentales sont en dessous de la moyenne. J'ai vécu un enfer. Je me sentais mourir de l'intérieur. Parfois, j'aurais préféré ne plus être en vie. Les examens radiologiques révèlent des lésions cérébrales. La médecine aéronautique déclare Markus Fenzel inapte. Le commandant de bord ne pourra plus jamais piloter. La compagnie n'a jamais reconnu le lien entre l'état de santé de son pilote et l'incident en vol. Mais elle continue de lui verser son salaire sans exiger de travail en retour. I have stored it somewhere. I don't need it since 6 years. It's past forever. It will not be possible anymore. Comme Markus Fenzel, la vie de Catherine Barry-Schweller a basculé après un incident d'émanation. Depuis 2016, cette hôtesse de l'air d'une grande compagnie allemande souffre de fatigue chronique, de troubles de la mémoire et d'une hypersensibilité aux produits chimiques. Cette mère de famille de 37 ans ne peut même plus s'approcher de la piscine où elle aimait emmener son fils chaque semaine. L'odeur du chlore la rend malade. If we can leave a little bit from, yeah. Des médecins lui ont diagnostiqué des troubles respiratoires et neurologiques. Des pathologies peu visibles a priori, qui bouleversent pourtant le quotidien et l'intimité de Catherine Barry-Schweller. You don't see nerve damage. You don't see nerve injury. You don't see the pain. You don't see my diarrhea. You don't see my headaches. This is not life quality. If you're not able to eat what you want, if you're not able to go where you want to, if you cannot play with your son like you used to,
Ja, von Anfang an hat sich alles geändert. Es hat angefangen, zum einen ihr Arbeiten war nicht mehr da, dann zu Hause es hat angefangen mit, sie war nicht mehr so konzentrationsfähig. Wenn du ihr was gesagt hast, das hat sie dann vergessen. Catherine Barry-Schweller est en arrêt maladie depuis bientôt 2 ans. L'hôtesse de l'air a elle aussi dû renoncer à l'idée qu'elle pourrait voler à nouveau. And this used to be me at work. That's most probably where I'm not going back to. When I went to the aircraft with the uniform on my first flight, I just smelled the wide world, and I didn't want to go back to any regular job. I found my passion. Everybody who lost their job would be sad beyond words if they couldn't do what they love. La jeune femme se bat aujourd'hui pour que son état soit reconnu comme une maladie professionnelle. Then just concluded the symptoms are not from there, but nobody answered where my symptoms are coming from. They just tell me, no, it's not from the aircraft. But where is it coming from then? I was healthier than the average public because I was a flight attendant. I'm checked medically 100%. If anything is wrong with my body, I cannot go to work. Why would I fake this? Catherine aimerait retrouver une vie normale, mais la médecine traditionnelle offre peu de remèdes à ce dont elle souffre. Pour aller mieux, la jeune femme s'est donc tournée vers les médecines alternatives. Hallo. Grüß Sie, Hallo, Dr. Sonnenschein. Le docteur Sonnenschein est une femme médecin diplômée qui pratique également la kinésiologie. Halten, fester. Ja, Sie brauchen Colobasis auch, das sind Probiotika, Lactobacillen. Mal laut Ja sagen. Ja. Halten, laut Nein sagen. Nein. Halten, laut Ja sagen. Ja. Halten. Also da muss man gucken, aber was brauchen Sie? Es kann sein, dass Sie am Anfang noch gar nicht so viel brauchen, weil man erst die Sachen für den Darm geben muss. Okay. Pour Catherine, comme pour son médecin, la science est encore très en retard sur ces potentielles nouvelles maladies liées aux produits chimiques. They need to do more studies, and even if it's recognized, they would have to do more studies, and it will take years until I get a treatment, and maybe after years I'm not here anymore. So I need to do something now. I need to live. I need to feel better. I cannot be sick lying down the entire day. I'm a young woman. I have a son. I'll do anything that helps. Les symptômes que décrivent Catherine et Marcus, des scientifiques leur ont donné un nom. Le syndrome aérotoxique. Il n'est pas officiellement reconnu, mais de plus en plus de médecins sont persuadés que des milliers de navigants en souffrent. À Munich, le docteur Powitz, pneumologue, a déjà reçu une 60aine de pilotes, stewards et hôtesses, comme Marita. So, Frau Socher, nehmen Sie Platz. Dann bitte ans Mundstück dran gehen und normal ein- und ausatmen. Die Messparameter, die wir vorhin gemessen haben. Tief ein. Mit Schwung. Tief ein. Mit Schwung. Tief ein. Mit Schwung. Depuis un an, le docteur Powitz suit cette patiente pour des problèmes respiratoires. Wenn ich bergauf gehe, was ich einfach dann immer. Aber so mein Allgemeinzustand war schwankend in dem letzten Quartal, also dass ich irgendwie immer merke, diese bleierne Müdigkeit, die haftet mir an, dass mir oft so der Antrieb fehlt. Wenn ich jetzt Ihre Laborwerte sehe, klar würde ich dann nochmal eine Belastungsuntersuchung ergänzen. Pour cette hôtesse de l'air qui estime elle aussi avoir été intoxiquée à bord d'un avion, la rencontre avec le docteur Powitz a été un véritable soulagement. I was really happy I got recommended Dr. Powitz and to have somebody taking you serious and your symptoms, your disorder, and
First, I was shocked that he found something, but yeah, I'm really happy to come at his office and to be in good hands. Vielen Dank für Nicht heute. zu danken, gute Besserung weiterhin. Dankeschön. Und wir sehen uns demnächst. Melde ich mich dann wieder. Danke. À chaque fois, le docteur Povitz a observé des symptômes similaires chez ces patients victimes d'un incident d'émanation. So these people are not crazy. Obviously, they are not crazy. They have not a problem of brain. This is not a feeling. This is not a gut feeling. So this is just an objective pattern that we and others can reproduce. Si les patients du docteur Povitz ont bien été intoxiqués, par quoi l'ont-ils été? Quelles substances chimiques peuvent contaminer l'air des avions? Nous avons réalisé nos propres mesures à bord de 2 appareils. L'un a déjà subi plusieurs incidents d'émanation. L'autre a été choisi au hasard. À l'aide de lingettes fournies par un laboratoire indépendant, nous avons prélevé des échantillons de poussière. Si la cabine est contaminée par l'huile des moteurs, on trouvera dans ces poussières les molécules chimiques qui en trahissent la présence. Nous avons ensuite fait analyser nos prélèvements dans ce laboratoire strasbourgeois. Et les résultats se révèlent sans appel pour les 2 échantillons, celui de l'avion sujet au Fume Event et celui pris au hasard. Nous avons pu mettre en corrélation l'huile de moteur d'avion et la signature laissée par cette huile sur les lingettes. Donc ça signifie qu'il y a eu à un moment donné une contamination de ces surfaces par l'huile de moteur d'avion. C'est une huile comme celle-ci, censée rester dans les moteurs, qui a donc contaminé la cabine des 2 avions. Une huile que ni les passagers ni le personnel navigant ne devraient respirer, car ce produit est toxique et peut provoquer, comme l'indique sa notice, maux de tête, vertiges, somnolence, nausées et autres effets sur le système nerveux central. Une substance inquiète tout particulièrement ce chercheur, le tricrésylphosphate. Les organophosphorés dont font partie le tricrésylphosphate sont des composés qui sont connus pour leurs propriétés neurotoxiques et donc ils vont modifier le fonctionnement du système nerveux central et périphérique. Jusqu'à quel point cette substance est-elle dangereuse pour la santé? En Angleterre, la mort suspecte d'un pilote a ouvert un débat national. An inquest has opened into the death of a British Airways pilot. The family of 43-year-old Richard Westgate say he'd complained for years of severe headaches and vision problems, and they believe he may have been poisoned by toxic fumes leaking onto planes. Richard Westgate était commandant de bord chez British Airways. À 43 ans, il meurt brutalement dans une chambre d'hôtel à Amsterdam. Il est enterré ici, là où il a grandi, dans la campagne anglaise au sud de Londres. À quelques kilomètres de la maison de ses parents, Judith et Peter Westgate. 6 ans se sont écoulés depuis la mort de leur fils, mais leur détermination à connaître la vérité est intacte. This is a collection of some of the newspaper articles and press that was issued after Richard's death and during the subsequent now 5 years since he died, warning over toxic fumes in plane cabins. That was in 2015, but people still don't seem to listen. This was within the last year that it sort of come to the fore again. The airline industry don't accept the situation, and so it's sort of kept quiet until a new issue comes up and the publicity revives for a little while. He really had a very painful, miserable and bewildering life at the end.
because nobody could identify what was the matter. Yeah. And he had a permanent headache, and he began to lose the sensation in his hands and feet. L'enquête sur la mort de Richard Westgate a conclu au décès du pilote par overdose de médicaments. Pourtant, le premier médecin légiste en charge de l'enquête avait évoqué dans son rapport préliminaire des symptômes évocateurs d'une exposition à un composé organophosphoré présent dans l'air de la cabine de l'avion. Il avait même exhorté le directeur de British Airways à prendre des mesures urgentes pour éviter d'autres morts. We still believe that it was the poisons that killed him, and he only took the painkillers because he was trying to overcome the other problem. Une version que British Airways a toujours contestée. They don't want to admit anything had caused Richard's death that they had control over. Why is that? I think it's probably commercial interests, amongst other things. And probably... I think it's money. Yes, and if you take a position, it's probably very difficult to admit you're right, be wrong, and change your mind. We cannot bring him back alive, but I think we've got to do what we can in his memory and for the sake of others who are suffering. British Airways a-t-elle cherché à comprendre de quoi souffrait son pilote? La compagnie a refusé notre demande d'interview et a répondu à nos questions par mail. Leur réponse se résume en une phrase. C'est désormais à la justice de trancher. Judith et Peter Westgate ont engagé une procédure contre British Airways. En Angleterre, plus de 150 membres d'équipage ont attaqué leur employeur avec l'aide de leur syndicat. Majoritaire dans l'aviation civile, Unit the Union représente près de 30 000 personnels navigants. Il y a 2 ans, Unit a lancé une campagne sur son site internet entièrement dédiée à la contamination de l'air des avions. So you go into this page and it tells members very clearly how it happens. So air can be compressed, it comes through the engine, and if there's a break in one of the engine seals, then engine oil gets into the cabin crew air. Oh, so you have a dedicated helpline? A dedicated helpline, yeah. Where is it located? It goes directly to Thompson's offices in Newcastle. Okay. It's definitely time to go to court. We've got 157 members who are pursuing claims with us. Who needs to be condemned? Ultimately, it's for the employers to make sure that the workplace is safe for our members. So it's the employers who would be punished. Okay. Howard. David, how's you? Good to see you. Good to see you. Take a seat. Take a seat. Right, David, thank you for coming in. Howard Beckett est en liaison constante avec l'avocat du syndicat. Ils travaillent ensemble sur ce dossier depuis maintenant plus de 2 ans. What we need to prove in the courts of England and Wales is that the employer, so the airline, has breached its duty of care towards its employees. So that is that they have exposed them to something that is harmful and that they know or should have known is harmful. And has it caused their health? Well, I would challenge any of the airline chief executives to go and put your head in an engine and smell the fumes coming off it. And would you not be scared that you're actually going to damage your health by doing that? Un combat judiciaire que des membres d'équipage ont aussi lancé en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada ou en Australie. Ces procès pourraient être désastreux pour l'image des compagnies aériennes et pour leurs finances. Mais auront-ils seulement lieu? Nous avons découvert que par le passé, des plaintes avaient été retirées en échange de compensations financières. Pour faire entendre leur voix face à leurs riches et puissants adversaires,
Les militants pour la reconnaissance du syndrome aérotoxique ont employé les grands moyens. Ce thriller anglais digne d'Hollywood ambitionnait de sensibiliser le grand public aux problèmes de l'air contaminé. I prefer mayo on mine, thanks. Find out what shit's in the stuff. Sorti au cinéma en 2015, il a été entièrement financé par des syndicats de navigants, des passagers et des malades. Son réalisateur, le voici. Tristan Loren, un ancien commandant de bord de British Airways, qui s'estime lui aussi atteint du syndrome aérotoxique. Il a fondé un groupe de pression qui pèse de plus en plus lourd et a organisé en septembre 2017 à Londres un grand colloque sur la question de l'air en cabine. Catherine, l'hôtesse de l'air allemande, a fait le déplacement, tout comme de nombreux scientifiques et professionnels du milieu aéronautique. Mais pour Tristan Loren, les principaux responsables manquent à l'appel. If the industry, like Airbus and companies like that, want to really understand the issue, they should be here. They should be part of the debate. You can't live in denial. 11 million people fly every day, and they need to go places, but they need to go places safely. Dans le secteur de l'aéronautique, la question de l'air contaminé dérange. Sur toutes les compagnies que nous avons contactées, seules 2 ont accepté de nous répondre. Air France, l'entreprise française, et EasyJet, la low-cost britannique. Leurs 2 médecins conseils nous tiennent mot pour mot le même discours. Ok. Des éléments de langage qui reposent sur 3 points que nous avons soigneusement décortiqués. Premier argument des compagnies, l'air des avions est sain. Je tiens vraiment à être rassurant quand même sur que l'air que nous respirons dans un avion est sûrement moins pollué que l'air qu'on respire en voiture ou en train ou en transport en commun pour se rendre à l'aéroport. We feel that there is not a problem with the cabin air. The cabin air quality is actually better than you would have on the ground in many positions in homes and they mention kindergartens. Le discours des 2 médecins s'appuie sur une étude menée par l'EASA, l'Agence européenne de sécurité aérienne. Publiée en mars 2017, après des années de pression des associations de victimes, elle a réalisé des mesures de la qualité de l'air dans les avions. Elle confirme que les appareils ont bien été contaminés par de l'huile moteur, mais à des seuils jugés inoffensifs pour la santé. Mais pour de nombreux scientifiques indépendants, il manque un point crucial. Les avions n'ont pas été testés pendant un incident d'émanation. On peut regretter de cette étude qu'elle ne présente pas de données expérimentales concernant un événement fumé, un fume event à l'intérieur d'une cabine d'avion, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les niveaux d'exposition aux organophosphorés lors d'un épisode de fumée. Des lacunes que l'EASA a elle-même reconnues. L'agence a donc lancé une nouvelle étude dont les conclusions sont attendues d'ici 3 ans. L'argument numéro 2 des compagnies aériennes. Les incidents d'émanation sont rarissimes. Les pollutions accidentelles, enfin les événements, ce que nous on appelle feu, fumée, odeur, qui peuvent apparaître dans un avion, peuvent être liés à des problèmes très épisodiques. On estime à peu près à un événement pour 100 000 où on retrouve une cause, 100 000 heures de vol où on retrouve une cause. Donc ce sont des événements extrêmement rares. Un événement pour 100 000 heures de vol. Cela représente, selon nos calculs, un fume event par mois. Nous avons eu accès à la base de données confidentielle d'Air France, qui recense tous les incidents en vol sur une année. Et nous avons constaté que les pilotes en rapportaient beaucoup plus, 1 par semaine. Un chiffre confirmé par la compagnie qui opère en moyenne 7000 vols par semaine.
Exemple avec ce Biarritz-Paris de septembre 2017. Autre exemple sur ce vol Washington-Paris, un mois plus tard. En janvier 2017, l'embarquement d'un vol Panama-Paris est stoppé en raison de... Pour le syndicat majoritaire des pilotes de ligne d'Air France, ces incidents seraient en réalité beaucoup plus nombreux. Mais ils ne feraient pas systématiquement l'objet d'un rapport par les pilotes. Le problème a tellement été caché, tu au sein de la compagnie, qu'il y a finalement assez peu de gens qui sont conscients de la dangerosité des émanations d'odeurs qu'on peut subir en cabine lorsqu'elles arrivent. Et on pense que le nombre de rapports est sous-estimé, c'est une évidence. Troisième argument mis en avant par les compagnies. Lorsqu'un fume event survient, l'avion est pris en charge par la maintenance. Chez EasyJet, nous rencontrons cette fois le responsable de la maintenance. Il affirme que chaque incident est pris très au sérieux. Well, every time we have an event, our crew are encouraged to fill in a smell in cabin report. We ground and investigate the problem. Nous nous sommes procurés plusieurs documents internes à EasyJet. Et nous avons constaté que plusieurs incidents d'émanation se répétaient sur les mêmes avions. Exemple avec un appareil comme celui-ci, immatriculé GEZWI. Le 24 septembre 2017, l'appareil effectue 6 vols en Europe. Ce jour-là, un premier fume event est signalé par l'équipage. Le lendemain, un deuxième incident se produit sur le même appareil. La maintenance détecte une fuite sur le générateur auxiliaire qui est arrêté. Le 26 septembre, l'appareil effectue de nouveau 6 vols. Un troisième fume event est signalé. L'équipage souffre de nausées et de vertiges. Le 27 septembre, l'avion est finalement envoyé à vide à la base de maintenance principale d'EasyJet à Luton. Comment expliquer que malgré ces incidents répétés, l'avion est volé 3 jours de suite avec des passagers? La maintenance a-t-elle été défaillante? From time to time, and I can't argue with your data, we have events that take a while for us to find what the root cause is. You see, it flies with passengers all the time. So I'm not clear as to whether you're suggesting that we didn't perform the procedure correctly or fully. I guess because it happens again. Well, all I can assume is every time we have to perform the procedure, we perform it fully and correctly. Safety is our number one priority as an airline, so I can absolutely clearly state that there is no pressure to fly any aircraft before we have performed a full investigation. Selon ce responsable, il n'y aurait donc aucune pression de la compagnie pour faire redécoller un avion après un incident d'émanation. Un pilote d'EasyJet, qui souhaite rester anonyme, accuse lui sa compagnie de penser avant tout à sa rentabilité. Eux, ils sont prêts à tout pour redécoller l'avion. Hein. Tout ce qui les intéresse, c'est faire décoller l'avion. Par tous les moyens possibles. Et puis, chez EasyJet, la flotte est à flux tendu. Il n'y a pas suffisamment d'avions de réserve. Et le moindre grain de sable, donc d'un avion arrêté de vol, a un effet boule de neige excessivement important qui engendre des coûts astronomiques. La santé de l'équipage et des passagers, ça n'a pas l'air d'être leur première priorité. Ça a l'air d'être simplement de faire le vol suivant et de ne pas annuler le vol suivant. Le souci, c'est qu'il y a des passagers dans l'avion et des équipages. C'est pas des drones, quoi. On transporte pas des moutons, quoi.
Pendant ce temps-là, on expose les navigants et les passagers qui sont dans ces avions à une éventuelle nouvelle émanation. On sait qu'il y a un potentiel problème et on prend le risque de nouveau les exposer. On pourrait faire au moins un vol de test, à vide, avec juste 2 pilotes, mais pas 180 passagers derrière. Malgré leur argumentaire sur la qualité de l'air en cabine, les compagnies reconnaissent finalement du bout des lèvres l'existence d'un éventuel problème en désignant d'autres responsables. Il faut aussi prendre en compte que ce sont les constructeurs, c'est les fabricants, c'est Airbus, c'est Boeing, c'est les fabricants de réacteurs dont on est dépendant. Nous, on ne peut pas modifier un avion, c'est le constructeur qui nous impose les modifications. Nous, on fait que on est le conducteur de la voiture, on transporte des passagers et nous, on fait que suivre les règles des constructeurs. L'origine du problème viendrait donc de la conception de l'avion. Or, les constructeurs ont tous adopté le même système de prélèvement d'air dans les années 50. À Toulouse, première sortie de l'avion commercial français à réaction Caravelle. Les 2 réacteurs sur ce prototype sont placés à l'arrière du fuselage. Et non dans les premiers avions à réaction commerciaux comme la Caravelle marquent une révolution technologique dans l'histoire de l'aviation civile. Au lieu de pressuriser la cabine à l'aide d'un gros compresseur électrique, comme c'était le cas sur l'ancienne génération d'avions, les ingénieurs ont eu l'idée de puiser l'air dans les réacteurs. Grim Davidson est ingénieur, spécialisé dans les moteurs d'avion. Il a travaillé pour de grands noms de l'industrie aéronautique européenne. Pour lui, le principal avantage de cette innovation était d'ordre économique. So it became a more cost-effective airplane to fly. And it was all on weight, so they were able to carry more fuel and go further because the airplane was lighter. Every airplane ever since has gone with a bleed system. Un système contre lequel une avocate américaine est entrée en guerre. Au nord-ouest des États-Unis, Seattle a longtemps abrité le siège de Boeing, le géant américain de l'industrie aéronautique. I think that the Boeing factory starts soon. Alisa Brodkowitz, 42 ans, est une avocate spécialisée dans l'aviation. I believe it's known as the largest square footage factory, indoor factory in the world. These are airplanes that go all over the world. They literally carry all of the world's citizens, every country. Boeing is certainly part of the history of Seattle and its growth. Son combat contre Boeing est aussi devenu une histoire de famille. My first child was just a baby, but when we drive by the Boeing factory, we all shake our hands, we shake our fists at Boeing and we say, bad air, because we want them to change how they make their airplanes, and we don't want them to put bad air in the airplanes. En 2009, Alisa Brodkowitz et sa cliente, une hôtesse de l'air américaine, défraient la chronique en attaquant Boeing pour défaut de conception. Is there a design flaw in Boeing planes that can make passengers and crew dangerously ill? That is what an American Airlines flight attendant claims. She has gotten very sick, and she's not alone. L'hôtesse de l'air et son avocate obtiennent du géant américain un accord à l'amiable, dont le montant reste secret. Boeing évite le procès, mais pour Alisa Brodkowitz, une brèche a été ouverte dans la forteresse du constructeur. If you don't have people suing, there isn't going to be any change. You have to have pilots and flight attendants, and you have to have lawyers. You have to have people who are willing to take the risk and bring the lawsuit, because we're the watchdogs of industry. Boeing évite le procès,
Mais entre-temps, Alisa Brodkowitz a eu accès à des milliers de documents confidentiels. Elle découvre alors que dès 1953, le constructeur avait clairement identifié le problème de l'air contaminé, comme le prouve ce rapport interne, qui souligne que les potentiels effets toxiques de la contamination restent inconnus. D'autres documents internes confirmeront ces inquiétudes, mais le problème persiste. Au point qu'en 2007, 54 ans après la publication du premier rapport, un cadre de chez Boeing tire la sonnette d'alarme dans ce mail. No one's going to do anything until there's a tombstone, which means that no one will do anything until there's a death. We're all breathing this, everyone who flies on a commercial aircraft. And even the most senior engineers on the environmental control system, the air system at Boeing, they don't know what's in the air. It confirmed that the problem exists, and it confirmed that no one was doing anything about it. That's scary, yeah. Qu'a fait Boeing face aux alertes répétées de ses salariés? Le constructeur a-t-il prévenu ses clients, les compagnies aériennes, d'un problème qu'il avait identifié dès le début? Quelles modifications ont été réalisées sur ces avions? À toutes ces questions, Boeing nous a répondu par un mail lapidaire. Alisa Brodkowitz n'a pas renoncé. Elle a déposé une seconde plainte contre Boeing et s'apprête à affronter un nouvel adversaire. Good morning. Good morning, Alisa. Hi. Thank you for participating in this webinar. We have attorneys from France, an attorney from Spain, and pilots and flight attendants participating. Épaulée par des avocats européens, Alisa Brodkowitz veut désormais poursuivre Airbus. Ce serait une première en France sur la question de l'air contaminé. Face à elle aujourd'hui, des pilotes, stewards et hôtesses qui cherchent un responsable à toute leur souffrance. Okay. Comme cet employé d'une compagnie américaine qui a volé sur Airbus. I've worked for them for 15 years, and I've smelled this stuff on and off, but I had no idea what was going on or what it was. But I had never gotten sick before, like I was back in June. And now I'm nauseous every morning. I can't even be around any chemicals. I spend days just on the toilet throwing up all the time. I have headaches every day. I'm only 38. It's been a challenge for everything. I'm so sorry, Kavita, for everything you're going through. It is, frankly, it's just a nightmare to get on a plane healthy and to get off sick. These are the types of documents that will be asked for. So initially stay off of, or just... There's no guarantee that we will win a case. That's just most important to be known, that these are challenging cases. It's cutting-edge science. We are up against some of the biggest, best-funded companies in the world. L'avocate américaine veut convaincre les juges français que les avions construits par Airbus, comme ceux de Boeing, présenteraient un problème de conception. C'est sa conviction et elle ne mâche pas ses mots. It's time to hold Airbus accountable. Airbus makes a plane that makes people sick for their whole lives, destroys lives, and it's time to change that. Nous aurions aimé faire réagir Airbus à ces graves accusations. Mais le constructeur a refusé notre demande d'interview et nous a répondu par mail. Il nie toute contamination de l'air par le moteur et rappelle, exactement comme Boeing, Les constructeurs se réfugient derrière les réglementations. Mais va-t-elle suffisamment loin ?
Pour les syndicats de pilotes et d'hôtesses, l'EASA, l'Agence européenne de sécurité aérienne, ne protégerait pas suffisamment les passagers et le personnel navigant. Il y a probablement un lien de complicité entre le législateur, finalement, et les grands constructeurs d'avions. On a un grand constructeur d'avions en France, on le connaît tous, et donc le législateur hésite toujours à prendre des dispositions qui contraignent une entreprise aussi importante qu'Airbus. Si les constructeurs avaient eu la contrainte d'avoir un air parfaitement sain en cabine, ils auraient choisi une autre solution et ils l'auraient trouvée. C'est uniquement une question de contrainte. Cette autre solution, les ingénieurs d'Airbus et ses sous-traitants y travaillent sans le reconnaître officiellement. En juin 2017, le constructeur européen a testé un nouveau système de pressurisation et de climatisation. Sur cet avion, un Airbus A320, l'air n'est plus prélevé dans les moteurs, mais le long du fuselage, à la base des ailes. Mais il ne s'agit là que d'un prototype. Son concurrent américain Boeing a pris une longueur d'avance en lançant dès 2011 le 787 Dreamliner. Le premier et unique appareil en service à ne pas puiser une partie de l'air de la cabine dans les réacteurs. Selon Airbus et Boeing, ces changements n'auraient rien à voir avec les incidents d'émanation. Les constructeurs affirment seulement vouloir améliorer la qualité de l'air pour le confort des passagers. Aujourd'hui, il n'y a que 644 787 Dreamliner en service sur les 26 000 avions de ligne en circulation. Et pour cet ancien ingénieur aéronautique, ces nouveaux appareils ne règlent qu'une partie du problème. If you're going out to buy a new aircraft and you buy a Dreamliner and you're doing long haul, it's only designed for long haul. You can't fly a Dreamliner short haul. It doesn't make financial sense. So we're sitting with 6,000 aircraft. Probably the fleet's even bigger than that. Has to be addressed. And nobody's doing anything about it. Alors, quelle solution envisager pour les milliers d'avions en circulation? Lors de notre interview, le responsable de la maintenance d'EasyJet nous a affirmé vouloir équiper sa flotte de détecteurs et de filtres de produits chimiques, tout comme Air France. We're working to improve those filtration systems. That's to stop things entering the cabin. Okay, when would they be installed in your airplanes? We would like to be in a position towards the end of 2019 to start to put some of these filters on our aircraft. Okay. But that's it, still in development. Ces filtres seront-ils efficaces? Et combien de temps faudra-t-il encore pour les mettre au point? Aucun des industriels proposant ces solutions n'a accepté de nous parler. Installer ces nouveaux équipements coûtera des millions d'euros. Et il faudra encore des décennies avant que le parc aéronautique mondial soit entièrement renouvelé. D'ici là, des centaines de milliers de navigants à travers le monde continueront à être accidentellement exposés à des substances dangereuses pour leur santé.